pas la même chose? Voici Maxime. Non, moi c'est Fatih. Salut. Ah oui. Et voici Maxime, donc. Bah ouais, du coup. Salut. Maxime et Fatih sont à la recherche de Ricardo. Bah oui, juste avant les grandes vacances, il était encore là. Et quand on est revenu, il avait disparu. Il avait l'habitude de s'installer juste là et on avait sympathisé avec lui. Mais là, depuis la rentrée, plus aucune nouvelle. Mais c'est qui ce Ricardo? C'est pas normal. Un chien, un chat, un furet? Voici sa photo. Un SDF. Il cherche un SDF. On aura tout vu. Si on allait demander de se mettre. Mais oui, les 2 semaines, c'est une super bonne idée. En plus, ils ont peut-être vu quelque chose. Non, 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 ils Non, vont on y pas va. déranger les 2 semaines, je te jure. Autre chose à foutre, hein. Ricardo? Quel Ricardo? Le SDF? Vous recherchez le SDF? Ils sont un peu des simulateurs, hein, ces gens-là. Ils ne sont pas une arnaque près. Du boulot, il y en a. Ils n'ont qu'à se former. Mais ça, c'est trop leur demander. Que nous soyons banquiers, épiciers, retraités, managers ou profs, nous avons tous des préjugés au sujet de la pauvreté. Et c'est très humain. Sauf que depuis quelques années, la pauvrophobie, c'est-à-dire la peur des pauvres, s'exprime ouvertement et devient de plus en plus violente. Et quelle serait la solution pour vous? Tous les tués. Kalachnikov. La peur des pauvres devient violente et surtout elle se matérialise en une multitude de petites mesures sociales, économiques ou urbanistiques. Ces mesures sont souvent très techniques et peu visibles. Mais elles ont des conséquences désastreuses sur les plus défavorisés, comme par exemple les politiques anti-SDF de certaines communes. Pour l'instant, cette monsieur est encore là, mais ça ne va pas durer parce qu'assez régulièrement, on vient ici faire le fameux nettoyage. C'est-à-dire que quand on voit que la personne n'est plus là, soudainement, il y a un camion ben de la ville qui vient là, qui embarque le matelas, qui embarque son sac à couchage, qui embarque en gros tout. C'est un tunnel où effectivement il y a eu pas mal de personnes y dormaient. Un jour, il y a les policiers qui sont venus. On a délogé tout le monde. Voilà, on l'a muré. Auparavant, tout au long, il y a eu des bancs pour des personnes qui attendaient le bus. D'accord? Et bien sûr, effectivement, comme on a muré là-bas, il y a certaines personnes qui venaient s'asseoir ici, on venait dormir ici. Et la meilleure façon qu'on trouve encore, c'est tout simplement enlever tous ces bancs-là. Monsieur, pardon? On vous demande d'arrêter de filmer, s'il vous plaît. Vous autorisation de partir, monsieur. Vous avez une carte de presse, c'est moi. Oui, vous voulez que je vous Vous avez l'avoue? une autorisation de partir? C'est pas un endroit public, c'est un endroit... Ah ouais? C'est un endroit privé? C'est un lieu public. Faut quitter maintenant les Ah oui, lieux. on va terminer. On termine. C'est du mobilier urbain, mais avec la caractéristique d'être anti-SDF. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour que les SDF ne puissent pas s'y allonger. Ces bars, qui finalement n'ont aucun intérêt, puisqu'on ne sait même pas, c'est même pas vraiment des accoudoirs. Toutes les grilles qui ont été placées là, c'est aussi des grilles anti-SDF. Il faut savoir qu'avant, il y avait des gens qui s'allongeaient et qui dormaient là. Ça ne donne pas du logement aux gens, ça. Pour régler le problème, des responsables politiques proposent même de faire la distinction entre les bons mendiants et les mauvais mendiants, entre les bons pauvres et les mauvais pauvres. Et pourtant, dans les années 80 et 90, la sensibilité sociale était très forte. C'est à ce moment, par exemple, que le revenu minimal d'insertion a été mis en place en France. À cette époque, la solidarité prévalait. Selon le sociologue Serge Pogam, il y a eu un véritable retournement de l'opinion publique dans les années 2000. On est dans un trend qui montre que effectivement, on a plutôt une attitude d'hostilité à l'égard des pauvres aujourd'hui, plutôt qu'une attitude de compassion et de solidarité. On peut dire que ce retournement est en grande partie explicable par l'idéologie néolibérale qui est devenue plus présente, plus pressante et qui conduit à mettre le mérite en avant, à considérer que c'est l'individu qui compte et non pas le collectif, non pas le groupe, c'est l'individu qui doit se prendre en charge. Donc toutes ces idées-là pénètrent très fortement la conscience sociale. Il y a aussi le phénomène migratoire. On voit les pauvres
en fonction de leurs caractéristiques culturelles ou le fait qu'ils viennent d'ailleurs et qu'ils sont donc menaçants justement parce qu'ils viennent d'ailleurs et qu'ils vont venir prendre les emplois chez nous, etc. Donc il y a aussi cette angoisse-là qui se surajoute et qui permet de comprendre le phénomène lui-même dans sa complexité, dans sa globalité. Je voudrais bien une boîte de 6 œufs et tu peux me mettre aussi du beurre de cacao. Et le beurre de cacao, je vous le mets directement sur vos lèvres. Maintenant, on dit, mets-le dans un sac, s'il vous plaît. Je vous présente Max et Fatih, ils sont à la recherche de Ricardo. Ricardo? Ricardo, le clochard qui est en face du magasin. Ricardo? Encore un étranger qui fout rien. Non, apparemment, il est belge. Oui, c'est que... Et mon père, il était étranger. Il foutait beaucoup. Il a jamais profité. Mais toi et ton père, c'est différent. Et Samira qui tient le café, elle travaille aussi. Oui, Samira aussi, oui. Et Youssef qui travaille avec vous à la boucherie, surtout le week-end en stommeling. Aussi. Ça n'empêche pas qu'il y a des tas de nouveaux envahisseurs. Hein? Des millions de migrants qui viennent voler le travail des bons Belges. Que du bon sens! Et quel tempérament, hein? Ouais, c'est ce qu'on disait déjà à mon père quand on lui refilait des boulots de merde. Maintenant, ceux qui viennent du Soudan, hein, Afghanistan ou du trou du cul du monde, c'est de moins que rien. Mais le boulot de merde, ils en veulent pas, et non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'aide sociale. Après, on va encore faire venir toute la smala et bingo, on va s'en taper encore plus. Hein? Il faut faire crouler tout le système. Moi, sans le regroupement familial, eh ben, je serais pas là. Et vous n'auriez pas votre beurre de cacao. Moi, j'ai jamais fait crouler le système. Je paye mes impôts. Je participe à la richesse de ce pays, moi. C'est différent. Et pourquoi c'est différent? Je vous connais. Puis, tu es vers le dimanche. Ben, heureusement pour moi. Ces gens-là, peut-être qu'il faut apprendre à les connaître, non? Comme à Bruxelles. Et leur donnant des ballons en chantant une chanson d'amour de Viltura. Non, 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 non. Moi, je préfère leur chanter X et adieu. Ah, j'aime cette femme, hein. Je l'adore. D'ailleurs, moi, je comprends pas la Wallonie, hein, qui s'en sort déjà pas avec sa propre pauvreté et qui accueille à tour de gras. Nous les Flamands, on est plus fermes. Vous les jeunes, attendez d'avoir un peu vécu, hein. Vous comprendrez. Les immigrés appauvrissent la Belgique. C'est une évidence, c'est bien connu. Non, basta. On ferme les frontières, tu vas voir, notre niveau de vie va exploser. Mais c'est génial! Je ferme le magasin, je plie bagages et je retourne au Maroc. Allez, ravi de vous avoir connu, hein? Mais avec toi c'est différent, n'est-ce pas les jeunes? Mais où ils sont passés? En matière de santé, les pauvres doivent affronter les pires difficultés administratives et le moindre soin est devenu inaccessible. Je m'appelle Arlette, je suis âgée de 58 ans, je suis technicienne de surface. Ça fait 11 ans. C'est pas toujours évident. J'ai des problèmes au bras. Normalement, je devais me faire opérer. Il faut mettre une prothèse ici. Donc, la durée de maladie est de 3 à 6 mois. J'ai été voir le spécialiste. Et lui avait déjà organisé l'opération. Et quand j'ai calculé, j'ai dit c'est pas possible, ce n'est pas possible. Moi, en général, je gagne entre 1200 et 1300 euros par mois. Les gens qui ont ce type de revenus, ils ne peuvent pas payer une maison, des charges, la nourriture, les frais de scolarité des enfants, plus alors la santé, quoi. C'est juste pas possible. J'ai annulé tout à l'hôpital. Et je l'ai signalé à mon médecin traitant. Oui, elle est obligée vraiment de renoncer à prendre en charge ses problèmes de santé parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas fonctionner avec l'argent qui lui sera alloué par l'assurance maladie-invalidité. Il ne paye pas l'intégralité de votre salaire, il ne paye que 60% en fait, de votre salaire. Ce n'est pas possible. Je préfère payer tout ce qui est loyer, eau, gaz, électricité pour ne pas me retrouver à un moment donné à être chez un huissier et que votre facture qui coûtait 60 € se retrouve avec le huissier, avec ses frais, dans les 200 ou 300 €. Les gens n'ont pas assez d'argent pour vivre, tout simplement. Le niveau de revenus des personnes est en inadéquation totale avec le coût de la vie. Il y a 2 types de médecine. Il y a la médecine pour les riches, donc ceux qui ont
Un salaire adapté et bien rémunéré. Et alors, il y a la médecine pour les pauvres. Le système actuel est en train d'exclure progressivement une partie de la population, oui, c'est sûr. On a supprimé toute une série d'interventions. On conditionne aussi l'accès au remboursement de toute une série de choses et ça complique encore un peu plus le recours des personnes aux soins même essentiels, quoi. Il y en a beaucoup qui sont malades et qui viennent quand même travailler, qui ont des problèmes de dos, qui devraient se faire opérer et qui viennent travailler. Au moment où ça n'ira vraiment pas, je ferai le nécessaire pour aller à l'hôpital et là on fera la totale. Je n'aurai pas le choix. Reporter des soins, finalement ça coûte toujours plus cher, mais les gens le savent très bien, mais ils n'ont juste pas d'autres alternatives, quoi. C'est beaucoup trop cher. Voilà. Parce que quand vous allez chez un spécialiste, on vous donne ceci, on vous donne cela. On avait fait avec le docteur, parce qu'à un moment donné, j'avais été pour mes articulations, il m'avait prescrit, je ne sais plus, au moins 4 sortes de médicaments et ça me revenait à plus de 100 et des euros. C'est pas possible. Beaucoup de gens, quand ils arrivent à la pharmacie avec une ordonnance, ils choisissent un certain nombre de médicaments qui sont prioritaires. Il y a des personnes, si vous leur prescrivez les ordonnances en fin de mois, vous savez que c'est juste pas possible pour eux d'aller chercher les médicaments. Et vous savez, aller demander dans une pharmacie à crédit, c'est quelque chose que je n'aime pas. J'ai ma fierté quand même. Dans notre société, on est défini par notre statut professionnel. Voilà, si vous êtes malade, vous êtes pas un individu à part entière, quoi. Vous êtes un incapable. D'ailleurs, vous êtes en incapacité de travailler. Ça définit bien ce que ça veut dire. C'est pas que vous êtes malade ou que vous êtes en train de vous soigner. Vous êtes en incapacité de travailler. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est vraiment remettre la responsabilité sur les individus, alors que c'est le collectif qui devrait prendre ça en charge. Nous n'avons pas la même valeur. Voilà. Donc les pauvres pourraient se soigner et l'accès des soins n'a jamais été aussi aisé. Et donc effectivement, ça n'a jamais été aussi aisé justement lorsqu'on n'est pas pauvre, lorsqu'on n'est pas confronté à tous les rouages administratifs. Donc on a un emploi stable, on a des moyens financiers qui nous permettent en fait de subvenir à des frais de santé. On a aussi un soutien familial, un soutien aussi amical qui nous permet de gérer en fait les soucis de la famille. Et justement, lorsqu'on est pauvre, on bénéficie pas de tout ça, et donc on est confronté à toute une série de barrières en fait pour avoir accès aux soins. Donc théoriquement, ils sont là, mais finalement, c'est très 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 complexe. Et à cela s'ajoute éventuellement des problèmes de langue, de culture, qui fait que aller chercher un papier pour bénéficier par exemple de l'aide médicale urgente, c'est très très compliqué. L'illustration, c'est un patient qui a besoin d'une aide médicale urgence. Il se présente au CPAS. Là, on l'envoie voir son médecin généraliste qu'il ne connaît pas. Il y va, il rentre dans la maison médicale, il se présente, il veut un rendez-vous chez son médecin. Il prend rendez-vous, il va chez le médecin qui lui délivre un document pour une aide médicale urgente. Il va au CPAS, si le document correspond, il a droit à l'aide médicale urgente. Il repasse chez son médecin traitant pour voir chez quel spécialiste il doit se rendre. Là, il prend rendez-vous à l'hôpital. Une fois qu'il a ce rendez-vous à l'hôpital, il doit demander un réquisitoire à son médecin généraliste. Il va demander son réquisitoire dans sa maison médicale. Avec ce réquisitoire, il se rend à ce rendez-vous. S'il rate le rendez-vous entre-temps ou si sa carte médicale n'est pas valable, il doit tout recommencer avant de reprendre un rendez-vous chez son spécialiste et de redemander une attestation d'aide médicale urgente. Ah tiens, Max, qu'est-ce que tu fais là? C'est Maxime, mon petit frère. Ah, Ricardo, t'as rien de mieux à faire? Ricardo? Ouais, juste un camé là qui traîne dans la rue il y a quelques mois. Bah si Max, tout le monde sait que ces mecs ils sont soit alcoolos, soit drogués, y a qu'à voir leur tête. Pas vrai Kelly? Oui, enfin quand même pas tous. Mais si, tous des junkies. C'est bien connu ça. Ouvre les yeux, petit frère. On vit pas dans un monde de bisounours. Et si ça se trouve, ce mec, il a été là juste parce qu'il picolait trop ou qu'il se piquait. On a vu ce genre de cas en cours de sociaux. Oui, c'est vrai, mais on a aussi vu que parfois, il devenait accro parce qu'il vivait dehors et pas l'inverse. Enfin, c'est un peu la question de la fou de la poule, quoi. Ok, Kelly.
Enfin bref, moi je trouve ça super que vous inquiétez pour lui. Mais je veux juste dire que je considère qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes, qui sont vraiment dans la dèche et qui méritent plus qu'on s'occupe d'eux. Bah par exemple les femmes seules, ou avec des gosses, ou même Kelly, qui est là aussi par exemple. Enfin, c'est bon, n'en rajoute pas, Léa. Non, parce que Kelly, elle a pas la chance comme nous d'avoir des parents bourgeois qui lui filent du fric. Hein. Elle, pour payer sa bouffe, son logement ou ses études, elle travaille dans un bar. Mais je me plains pas. Hein. Mais je sais que tu te plains pas, et c'est tout à ton honneur. Mais je veux juste dire que ces mendiants là, qui se bougent pas le cul et qui après ont des smartphones ou des bagnoles de luxe, ça me gère ça. On dit souvent que les pauvres ne savent pas gérer leur argent. C'est faux. Ils font au mieux avec leurs moyens limités. Mais dès qu'ils sont en difficulté, c'est tout le système qui leur tombe dessus. La première conséquence, c'est que quand vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de vie sociale. Parce que tous les amis que vous aviez quand vous travailliez, vous ne pouvez plus apporter une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, un truc, acheter quelque chose pour l'anniversaire. Donc c'est fini. Vous dites aux gens que vous allez venir, puis au dernier moment, vous dites « je ne viens pas ». Et puis voilà, parce que, et les gens s'éloignent petit à petit parce que ça n'a pas envie de fréquenter des gens qui ont des problèmes. Et puis, s'ils ont des problèmes, c'est qu'ils les ont bien cherchés quand même. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Ils sont surendettés, ils l'ont un peu cherché, ou ils ne savent pas gérer leurs revenus, ou ils ont recours de manière excessive au crédit, des achats compulsifs. Oui, ça, je crains que ce soit un stéréotype qui a la peau dure et qui ne correspond mais absolument pas à la réalité. Je suis Madame Tout le Monde, absolument. Avec une petite vie normale, avec du boulot, avec des enfants, voilà. Il n'y avait que mon revenu d'indépendante qui était là pour assurer les revenus de la famille. 10 000 francs belges par mois. Et le loyer, c'était déjà 13 500, donc c'est compliqué. Il y a vraiment deux profils, ou bien ceux qui basculent dans le surendettement suite à un accident de vie, ou bien ceux qu'on rencontre de plus en plus qui sont dans un état de pauvreté structurelle. Donc sa situation d'endettement et de surendettement, elle est quasiment mathématique, inévitable. J'ai eu des frais d'huissier, j'ai eu des intérêts de retard, j'ai eu des tas de choses. Et là où la législation est plutôt pauvrophobe, entre guillemets, c'est les dispositions même du code judiciaire, celles qui organisent le recouvrement. Une facture qui est impayée, vous avez le premier rappel, vous avez un deuxième rappel, vous avez la mise en demeure. Toutes ces étapes-là engendrent des frais supplémentaires. Vous ne payez toujours pas, probablement que le créancier, la personne à qui vous devez de l'argent, va vous citer en justice pour obtenir un jugement. Et alors là, boum, les frais vont augmenter de manière exponentielle. Et la banque a fermé mon compte, a dénoncé mon crédit. Et du jour au lendemain, j'avais 10 000 € à mes trousses. J'ai choisi une procédure où il n'y avait pas de frais supplémentaires, pas d'intérêt de retard, rien, qui est le règlement collectif de dette judiciaire. C'est une procédure qui vous permet de dire, voilà, je suis en faillite, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour que je puisse quand même payer? Vous n'êtes plus maître de rien du tout. Quelqu'un prend votre vie en main, décide pour vous. Ce qui est difficile à vivre pour les gens, c'est qu'effectivement, ils sont dépossédés d'une partie de leurs revenus. On ne leur reverse que ce dont ils sont censés avoir besoin pour vivre. Et ce que peu de gens savent, c'est que le règlement collectif de dette, c'est le surendetté qui le paye. Donc cet avocat, c'est moi qui le paye. Sauf que ce monsieur ne me donne pas de budget pour vivre tous les mois. Je devais appeler 5-6 fois pour savoir combien il allait me verser, s'il allait verser quelque chose et tout ça. Moi, je croyais que ça allait déjà mal. Et bien, c'était encore plus mal. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction à confier la médiation judiciaire à des avocats qui, effectivement, qui en font leur gagne-pain? Pourquoi ne pas la confier qu'aux institutions publiques? Et ce monsieur, il m'a coûté 5 600 € pour qu'il ne fasse rien du tout dans ma vie. Il vous menace en plus, il vous dit, si vous n'êtes pas une bonne médiée, je peux vous mettre dehors. Et s'il me met dehors, je récupère mes dettes avec les intérêts de retard et les frais d'huissier. Donc c'est une menace terrible. On constate une différence selon qui est médiateur judiciaire. Si ce sont les avocats qui agissent alors dans un certain, c'est leur gagne-pain, ou des institutions publiques agréées comme les CPS. La facture, au final, n'est pas nécessairement la même. Voilà, ça c'est les séquelles de ce genre de situation. C'est que vous devez garder tous les documents qui prouvent que vous avez payé ci, que vous avez payé ça, parce que vous devez tout justifier. Ces gens ont accès à tout et vous devez tout justifier. Tout. Chaque fois que vous allez dépenser 5 €, vous vous demandez si vous avez le droit de faire ça. Est-ce que la dépense est autorisée? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien? Alors que
J'ai élevé mes 3 enfants toute seule. Je pense que ce monsieur m'a vraiment pris ma dignité, voilà, il m'a plus qu'humilié, il m'a déclassé. On est des sous-citoyens avec des sous-droits, on reste des sous-citoyens. Ce que la législation a de pauvrophore, moi je dirais, c'est que derrière cette loi, qui, je pense, a été prise pour solutionner des situations d'endettement durable, de surendettement durable, il y a vraiment quand même cette idée où, quelque part, ils ont un peu fauté. Donc, il faut purger vraiment sa peine. Et ça a duré 3 ans. Et j'ai fini avec une très grave dépression et je ne suis pas remise de ça. Est-ce que notre système néolibéral ne serait pas tout simplement en train de nous obliger à courir après l'argent ? Par rapport au choix d'être pauvre, on est arrivé on a tout de suite dit en fait qu'on n'a pas le choix d'être pauvre, mais c'est surtout qu'on n'a pas le droit de faire le choix de ne pas être riche. Être pauvre, c'est une pente glissante. On ne peut pas rester pauvre. Si on est pauvre, on va forcément tomber dans la misère, la solitude, la mort. Et je pense que c'est un enjeu de société au moment où on parle de la décroissance, du développement durable. On devrait pouvoir avoir la possibilité de faire le choix de ne pas se développer, de vivre simplement. Il n'y a pas de simplicité volontaire possible. Quand le coût de la vie augmente, on est obligé de pédaler derrière. La pauvreté n'est pas inéluctable. Notre histoire récente montre que si les bonnes décisions politiques sont prises, il est possible de réduire fortement le nombre de défavorisés. Aujourd'hui, c'est pourtant tout l'inverse qui se passe. Et en Belgique, 1 personne sur 5 risque de tomber dans la pauvreté. La solution, c'est peut-être, je sais pas moi, la politique. Eux, ils pourront faire plus de choses. On va plus entendre leurs décisions que des autres personnes. En fait, ils les ignorent, en fait. C'est ça. Si on les voit différemment, eh ben, ils seront plus acceptés, on leur donnerait aussi plus de droits, ils auront plus d'argent, ils pourront s'en sortir un peu. À part les bourgmestres et tout ça, toutes les personnes importantes de la ville et tout ça, enfin nous aussi on est important, mais on doit aussi les aider à vivre. Faim? Comment ça, faim? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut pas finir comme ça! On nous tient en haleine pendant des heures, on attend impatiemment le dénouement et voilà, on nous laisse le bec dans l'eau avec une faim pourrie, quoi. Oh! Les jeunes! Ça peut pas finir comme ça! Il est où votre Ricardo? 10 épisodes! Sans savoir où il est! Ça craint, non? Ah, on est loin de 24 heures chrono, hein? Oh! Les jeunes! Oui? Ah! Tout de même! Alors, où il est, ce Ricardo? Bah, on a bien cherché et on a découvert que... Que? Il est mort. Mort? Oh mon Dieu! C'est dur, ça. C'est dur, mais... c'est le coup classique, hein. Non, c'est pas vrai. En fait, il a hérité de son père et il s'en est sorti. Hérité? Ah, je le savais! Le salaud, quoi! C'est toujours les mêmes qui ont du bol. Non, la vérité, c'est qu'il est parti en Inde dans un ashram. Oh, c'est dingue, ça! Il était dans la rue et il termine dans une secte. Ah, le pauvre! Non, c'est pas vrai non plus. En fait, il s'en est sorti tout seul en créant sa propre start-up. Qui marche de mieux en mieux, d'ailleurs. Vous voyez cette courbe? Ça, c'est l'objectif qu'on doit atteindre en fin d'année. D'accord? Il n'y a pas de demi-mesure. On attaque les vieux et les jeunes. Bon, vous allez arrêter avec vos blagues, là, hein? Patron de start-up. Et moi, je suis le roi d'Angleterre? Ouais, ça va, on blague. La vérité, c'est qu'on sait pas ce qu'il est devenu. On a cherché partout, mais sans succès. Et la lettre? Vous savez ce qu'il y a dans la lettre? Dans la lettre? Rien. C'était juste une pub pour des écrans plats. Ah, on espère qu'il s'en est sorti et qu'il va bien. Mais c'est tout? C'est tout.
Pourquoi vous voulez savoir à tout prix ce qui lui est arrivé? Ça vous intéresse vraiment? Ah non, 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 non. Enfin, si, ça m'intéresse. Je me suis attaché à ce mec, moi. C'est pas parce qu'il est pauvre, hein, c'est un être humain aussi. Allez, mets-moi à godet. Pour me remonter le moral. D'après une récente étude, Bruxelles serait parmi les régions les plus pauvres d'Europe, contrairement à la Flandre, qui se situe dans le top du classement.